Bonsoir et bienvenue dans une semaine dans le monde. L'occasion, comme toutes les semaines, de faire un point sur l'actualité. Cette semaine, on va parler du Venezuela, on va parler du Gabon, mais on va bien sûr parler de cet attentat, ces attentats déjoués qui ont été confirmés par François Molins ce vendredi soir. Je voudrais tout d'abord vous présenter nos invités ce soir. Laure Siomès, vous êtes directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir. Bonsoir, également au plateau avec moi, François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles et à Figaro Magazine. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, Mélissa. Et Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. On est ravis de vous voir. On attend également dans le courant de la soirée Saray Suarez, une journaliste vénézuélienne qui va venir nous apporter un éclairage justement sur une nouvelle semaine mouvementée au Venezuela. Tout d'abord, on commence avec cette actualité française cette semaine, qui est celle des attentats déjoués après la tentative d'attentat dans le 5e arrondissement de Paris le week-end dernier. Une tentative d'attentat confirmée donc par François Molins, le procureur de la République, qui a également confirmé qu'il s'agissait d'un commando de jeunes femmes, les jeunes femmes interpellées hier dans l'Essonne, téléguidées depuis la Syrie par des djihadistes de l'organisation de l'État islamique. On va tout de suite écouter le procureur de la République. Un commando terroriste composé de jeunes femmes totalement réceptives à l'idéologie mortifère de Daesh a été démantelé. Le passage à l'acte par des jeunes femmes téléguidées par des individus se trouvant en Syrie dans les rangs de l'organisation terroriste Daesh démontre que cette organisation entend faire des femmes des combattantes. Ziad Limam, grâce à ce que nous a appris François Molins ce soir, il est toujours plein d'informations et de ce ton assez rassurant dans ces moments qu'on a appris à reconnaître ces derniers mois malheureusement, qui donnait plus de détails, qui semble donc suggérer que ces jeunes femmes répondaient à cet appel d'Al-Adnani de frapper sur le sol français directement plutôt d'essayer de rejoindre la Syrie et l'Irak. Et autre nouveauté, que ces femmes agissent directement, s'organisent entre elles, forment un commando prêt à passer à l'action. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, mais en même temps, ces femmes qui s'enrôlent dans le djihad, c'est pas une nouveauté, puisqu'on sait qu'elles partent, on sait qu'elles vont en Syrie, on sait qu'elles s'installent, qu'elles sont partantes. Tous les témoignages qu'il y a eu, que ce soit en Angleterre, en France, en Belgique, etc. Il n'y a pas une différence de fond entre femmes et hommes dans le djihad. Et il n'y a pas, surtout, cette idée qui est un peu prévalente, qu'il y aurait une manipulation systématique des hommes sur les femmes. Il y a ces filles, elle a 19 ans, enfin, la jeune fille Inès, elle a basculé toute seule, elle s'auto-radicalise, etc. Et après, ce qu'on découvre dans cette histoire aussi, c'est que la capacité de nuisance de Daesh est toujours aussi forte dans le recrutement à distance de ce genre de personnages qui s'auto-affilient, mais après, ils sont pris en charge. Donc, ça veut bien dire qu'on est sur... Enfin, on l'a dit tellement souvent que c'est presque triste à répéter que c'est une guerre sur deux fronts. Il y a un front externe qui est la Syrie, l'Irak, l'organisation Daesh sur place, etc. Puisque s'ils ont les moyens de s'installer, d'utiliser des matériels informatiques, d'envoyer et recevoir des messages, de faire circuler de l'argent, c'est qu'ils ont une structure qui est encore fonctionnelle, même si elle est en recul. Et deux, il y a un combat local, que ce soit en France, en Belgique, soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, etc., avec une partie de la population qui bascule contre son propre pays. Et ça, c'est à la fois le même combat, mais c'est aussi autre chose. Qui combat contre son propre pays, François Dorcival, et qui réussit cette espèce de coordination dont on a entendu parler ce soir de la bouche du procureur de la République à nouveau. Ces femmes étaient en lien avec un plus grand réseau, mais des liens ont également été établis ces dernières heures entre ces réseaux, ce commando de jeunes femmes et les attentats de Magnanville, mais aussi de Saint-Étienne-du-Rouvray. Donc on se rend compte qu'il y a un réseau plus vaste qu'on ne l'avait imaginé jusque-là, un réseau mieux organisé qu'on ne l'avait imaginé jusque-là, une coordination qui réussit à se faire sur le territoire français, finalement sous le nez des renseignements. Oui et non. Oui et non, parce que si l'on reprend ce qui s'est déroulé cette semaine, la découverte de la voiture qui contenait les bonbons de gaz qui étaient destinés à devenir un attentat et exploser. Cette découverte permet aux policiers de remonter toute la filière. Et c'est cette filière que vous venez de décrire.
Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que cette enquête va être passionnante. D'abord, parce que les 3 jeunes femmes en question ont été capturées, elles n'ont pas été tuées, et par conséquent, elles vont donner lieu à d'autres éléments, de la même manière que les policiers ont reconstitué le réseau que vous avez décrit. Maintenant, il faut évidemment poursuivre les explications que vient de donner Ziad sur le front intérieur, car ces jeunes femmes, pour le moment, on ne nous dit pas qu'elles reviennent de Syrie. Elles agissent sur notre territoire. Elles constituent bien, donc, ce front intérieur qui est évidemment le plus dangereux. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'en Syrie, l'organisation État islamique est très durement frappée. Elle est frappée à la fois sur les frontières de son territoire et à l'intérieur de son territoire. Je rappelle que l'un des principaux responsables des attentats a été tué la semaine dernière par un drone américain, et ceci donc à distance. Et ces reculs à l'intérieur des territoires de l'organisation d'État islamique, de Daesh, à ces reculs correspondent une intensification de ces actions, ou en tout cas une recherche de telles sur nos territoires. Alors maintenant, il faut quand même constater que ce réseau si dangereux n'a quand même pas obtenu l'attentat qu'il devait commettre. Il y a l'histoire de la voiture qui est quand même... je ne sais pas ce qu'elles espéraient faire avec une cigarette. Il y a des petites choses un peu compliquées. Ce qui est un peu, à la fois, ce qui est un peu terrifiant, c'est qu'on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas de... Enfin, il y a des milliers de gens en Europe qui veulent aller faire le djihad ou qui sont radicalisés, etc. Mais on s'aperçoit que les noyaux durs, finalement, c'est des centaines, dizaines, centaines de personnes, mais que ces dizaines, centaines, dans un pays de 60 millions d'habitants quand même, peuvent avoir une capacité de nuisance extrêmement brutale parce qu'ils sont dans le pays et qu'on ne veut pas quand même fliquer toutes les populations, toutes les banlieues, etc. Et c'est sur un terreau extrêmement volatile. Je ne veux pas rappeler Burkini, islam, dialogue, j'allais dire dialogue national, tout ça. Inflammable, vous voulez dire. C'est inflammable. Et j'ai dit quoi ? Volatile. Oui, c'est un peu le... mais bon. Plus fort encore. Voilà, donc je pense qu'il y a le danger aussi, outre la sécurité des citoyens, il y a le danger vis-à-vis d'une démocratie pour qu'elle résiste à ces coups répétés, d'où le discours aussi, peut-être qu'on parlera tout à l'heure, de François Hollande hier ou avant-hier. Justement, oui, je voulais en parler et tout d'abord vous présenter Saray Suarez. Vous êtes une journaliste vénézuélienne, spécialiste d'Amérique latine. On est ravi de vous recevoir. Les bouchons du vendredi soir, sans doute, sont l'explication. Non, c'est permanent maintenant. Voilà, c'est permanent. C'est pas forcément que le vendredi soir. Merci infiniment de nous rejoindre. Donc, c'est ce discours justement de François Hollande cette semaine. François Hollande qui veut opposer la démocratie au terrorisme, qui se positionner par rapport à la droite en France et à l'élection à venir, très clairement, mais un message finalement qui se posait contre cet état d'exception. François Hollande qui veut justement qu'on garde toutes nos libertés intactes et pour gagner cette guerre. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est crédible selon vous ? Je pense que c'est compliqué parce que lui, en fait, il a eu d'autres positions aussi, justement, au sujet de terrorisme. Donc, il a été contradictoire dans ses discours. Maintenant, il veut garder tous nos droits, mais en même temps, il a pris des décisions qui n'étaient pas tout à fait dans cette ligne-là. Donc, en même temps, être candidat et être président en même temps, c'est une double casquette qui est très difficile à porter et qui est, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit à cause de mon temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile quand on est dans l'opposition. C'est très facile de pointer de doigt, de critiquer, de lancer des pistes sur ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on sera au pouvoir. Mais quand on est au pouvoir et qu'on doit et dans les circonstances actuelles, d'autant plus. C'est très compliqué. François Dorcival, justement, c'était ce président qui nous a rappelé à chaque fois qu'on a été face à un attentat ces derniers 18 mois, et malheureusement c'est arrivé plusieurs fois, que nous étions en guerre. Il se positionnait en chef de guerre. Le voilà qui adoptait un autre ton, il semblait, justement pour se positionner contre la droite. N'y a-t-il pas une contradiction ? Mais la contradiction, je vais simplement vous rappeler ce qu'étaient nos réactions médiatiques hier et ce qu'elles sont aujourd'hui. Hier, ce que l'on retenait du discours du président de la République, Salva-Grande, à la Fondation Jean Jaurès, c'était « Mon ennemi principal, c'est Nicolas Sarkozy ». Voilà, c'était tout le thème, enfin une partie du thème. Non, la démocratie et le terrorisme, c'était quand même ma campagne que je suis en train de lancer. C'est ça qu'on retenait. Aujourd'hui, il est dans une conférence avec les pays de la Méditerranée et on le fait réagir sur ce que l'on découvre maintenant en matière de terrorisme. Du coup,
le discours d'hier redevient un discours sur le terrorisme. Mais hier, c'était tout de même très mélangé. Alors justement, au cas où vous n'auriez pas eu l'occasion de l'écouter, je vous propose d'en écouter un petit extrait. Au terme de la lutte, la démocratie triomphera. Pour avoir conduit pendant plus de 4 ans le combat de la République contre un fanatisme meurtrier, je n'ai aucun doute. Malgré les épreuves, elles ont été douloureuses, les drames, les larmes, malgré la peur qui parfois peut envahir les esprits. Malgré l'angoisse, malgré la souffrance, nous vaincrons. La démocratie sera toujours plus forte que la barbarie qui lui a déclaré la guerre. Ziad Limam, effectivement, un espèce de double discours. Il était tourné vers l'intérieur et cette campagne de la droite contre laquelle il se positionnait. Mais on la regarde sous un autre jour aujourd'hui par rapport au terrorisme. Je ne suis peut-être pas aussi d'accord. Il y a clairement une posture politique. Et s'il y a un champ d'expression pour lui, c'est de venir sur le terrain et de défendre les valeurs de la gauche sur ce débat. Parce que sur l'économie, il peut difficilement dire beaucoup de choses de positif. Sur le social, on ne va pas retorcer les lois de travail. Donc il y a un champ. Mais il y a aussi un vrai débat en France. Il y a une partie de l'opinion et des partis politiques qui pensent qu'il faut un sévère durcissement. On entend des mots quand même dans la presse, israélisation, sécurité, exception. Tout ça, c'est quand même... Et on entend ces mots parce qu'on est quand même en danger, donc on peut parfaitement les comprendre. Et puis il y a des gens qui disent, au contraire, il faut défendre l'état de droit, il faut défendre les libertés, il faut que la démocratie s'impose. Alors là, lui, où il est compliqué, c'est comme vous disiez, c'est comme il a fait voter un package en novembre, exception, je ne rappelle pas la double nationalité et d'autres petites de cela. Donc il est un petit peu coincé. Mais comme il a du flair, et que c'est un homme politique, et qu'il voit comment se positionne le débat, et que la sécurité va jouer un rôle très important, et que l'identité, on va en parler en long, en large et en travers, et de la France, et de ce que c'est que la France, il se positionne, il occupe un créneau à gauche, et il pousse un peu Macron, tout ça, comme étant le personnage politique incarnant le président sortant. Il a un discours, c'est pas négligeable. Et naturellement, comme il entame les premières étapes de sa campagne, il ne peut pas oublier qu'en 2012, les quartiers musulmans ont voté massivement pour lui. Or, les banlieues, etc., enfin les circonscriptions où il y a une présence musulmane importante, on a bien vu que le vote avait été à 90% pour François Hollande. Or, entre-temps, il y a eu, sur le plan social, un certain nombre de décisions prises qui ont choqué la communauté musulmane, en particulier le mariage pour tous. Et donc, tout ceci, il faut aujourd'hui le remettre en vigueur, le remonter, et ça n'est pas une opération si simple que ça pour lui. Ça n'est pas une opération si simple. Laure Simouès, vous avez eu l'occasion de regarder quelques dessins justement à ce sujet-là. Nos dessinateurs ont surtout retenu le candidat à la présidentielle du discours d'hier. Alors c'est vrai que les dessinateurs, mais c'est leur métier, ils sont un peu sans merci, évidemment. C'est ce qu'on leur demande. Sans merci, ou bien ils commencent peut-être à être un peu indifférents. C'est dommage parce que j'ai pas eu le temps de prendre avec moi un dernier dessin que j'ai reçu ric-rac d'un dessinateur français qui s'appelle Rousseau, qui a fait un portrait de François Hollande qui dit « Je crois que je commence à ne plus intéresser les dessinateurs. » Mais bon, quand même, Goutal, un dessinateur français, Hollande positive, oui, il essaie quand même de positiver sur son bilan, mais enfin, pas de merci, pas d'inquiétude, on a atteint le fond, mais on continue de creuser. Pour Goutal, c'est quand même un candidat qui continue de creuser sa tombe. Cet autre dessin de soi, dessinatrice franco-libanaise pour Cartoon Movement, voilà, qui montre un Hollande aux habits de Napoléon, qui, au lieu de faire face au terrorisme, semble plutôt lui tourner le dos. On voit quand même qu'elle a choisi non pas d'interpréter, de griffonner un vrai cheval, mais un cheval de cirque. Donc il y a quand même en sous-entendu l'idée de la farce qui est quand même derrière. Puis après, il faut dire que bon, on disait qu'il rentrait en campagne, c'est assez facile devant un Nicolas Sarkozy qui cette semaine a été mis en examen à nouveau. Alors là, on a un dessin de Gillot qui est tordant pour Marianne. Qui sait, dit le procureur.
en lui bandant les yeux. Et enfin, ce dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge pour Le Vif, l'Express, parce que, évidemment, pour le futur candidat Hollande, peut-être que l'ennemi le plus redoutable est encore dans son camp. On voit là un dialogue entre Macron et Hollande. Moi, à ce stade, je suis socialiste, mais pas candidat. Et Macron qui lui rétorque, moi, eh bien, c'est le contraire, dit-il en quittant le navire. Et puis pour terminer avec un tout petit peu de légèreté, on aime toujours les dessins de Kroll, dessinateur belge pour le soir. Si on zoome sur ce prochain petit duel peut-être entre Hollande et Macron, sondage, Macron bat déjà Hollande. Je ne suis même pas surpris, dit-il. Et puis on voit Macron en Superman en marche et toutes ces femmes qui sont totalement sous le charme, qu'il est beau, classieux, tellement compétent et charmant. Si j'avais 10 ans de plus, dit Lindell. Ça a été l'autre info, François Dorcival, de cette semaine politique. On a parlé également de la clôture, donc côté républicain, des candidatures pour la primaire, mais aussi ce sondage très mauvais pour François Hollande qui montre que Emmanuel Macron arriverait en troisième des intentions de vote au premier tour, tout de suite après la droite et l'extrême droite. Oui, absolument. Alors là, nous sommes effectivement au sondage de rentrée, au moment où la campagne est en train de se mettre en route, mais aussi dans le prolongement des sondages précédents, car les sondages de juin et juillet n'étaient pas meilleurs, mais le phénomène Macron n'avait pas pris toute son ampleur. Et là, on voit bien que le phénomène Macron s'inscrit dans une tendance forte de l'opinion publique en France, qui est le rejet. Et le rejet, donc évidemment le rejet de Hollande, le rejet dans une certaine mesure aussi de Sarkozy, etc. Et donc le Macron qui lui, profite de cette... Sarah, on se rend compte que justement ce discours qu'il avait fait au moment de sa démission, auquel vous faites référence, où il ne se positionnait pas encore comme candidat, mais en tout cas comme quelqu'un qui rejetait le système dont il avait touché les limites avec le doigt, etc., parle aux Français, c'est quelque chose qu'ils comprennent. Je pense que toujours, la critique, c'est quelque chose qui tombe très bien, qui trouve toujours de l'écho chez les gens. Quand on critique, c'est quelque chose qui plaît. Et surtout, je trouve que les Français, ils aiment critiquer, ils aiment la critique permanente. Après, c'est ce que je trouve fascinant dans ces moments politiques, c'est que il y a des meetings qui ne sont pas de meetings, des candidats qui ne sont pas de candidats, mais tout le monde fait des faux meetings et tout le monde n'est pas candidat tout en étant candidat. Donc, c'est quand même fascinant de voir, c'est la première fois que je vois une situation pareille en France. Il y a quand même un désarroi, c'est-à-dire que les gens ont dit 50 fois, on ne veut pas refaire 2012. Donc, on ne veut pas Sarko, Hollande, Le Pen, éventuellement un quatrième qui serait Bayrou ou X. On ne veut plus de ça. Mais l'offre qu'on leur ramène, c'est toujours ça, grosso modo. Alors, il y a des doutes, mais c'est ça. Donc les gens cherchent désespérément des visages sur lesquels on pourrait s'accrocher. Et Macron, il y a un facteur qui joue quand même, c'est l'âge. Moi, je pense que l'âge est très séduisant. C'est-à-dire dans des opinions qui sont un peu déboussolées, qui cherchent un avenir, une idée, etc. Il y a un type qui leur dit, moi, j'ai 38 ans, je suis jeune, je suis une nouvelle génération. Et que ça peut jouer. Après, la politique, il faut des réseaux, il faut de l'argent, il faut des partis politiques, il faut des élus, il faut une machine. Ça se fait peut-être pas en 6 mois. Voilà. Bon, très bien. On va faire une petite pause là-dessus pour se retrouver dans quelques minutes pour la deuxième partie d'une semaine dans le monde. On va revenir notamment sur la crise au Venezuela, mais aussi sur le Gabon, où bien sûr Jean Ping a maintenant déposé ce recours devant la Cour constitutionnelle gabonaise. On en parle dans quelques minutes.